Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. L'actualité en Languedoc-Roussillon marquée par ce grave accident de la circulation cette nuit sur l'A9. Une collision entre un poids lourd et une voiture a fait 2 morts. Jean-Louis Borloo à Perpignan, une visite officielle et une annonce, celle de l'ouverture d'un Grenelle local. Grenelle pour tenter de démêler le projet de la ligne à très haute tension entre la France et l'Espagne. L'Aude entre en résistance contre l'Europe et ses plaques minéralogiques. Pas question pour le département d'enlever le 11 de ses voitures au profit d'une plaque européenne. Pour commencer donc cet accident de la circulation, un poids lourd est entré en collision avec une voiture à la hauteur de Florensac dans l'Hérault. Une mère de famille et son enfant de 4 ans sont morts sur le coup. Le chauffeur du poids lourd a ensuite pris la fuite avant d'être interpellé près de Narbonne. Les explications d'Emilien Jubinot et Cédric Mitterrand. Voilà ce qu'il reste de la voiture pulvérisée à 2 h du matin au niveau de l'aire de repos de Florensac, à 10 km au nord de Béziers, sur l'autoroute A9. De cette voiture, les pompiers ont désincarcéré une mère de famille et sa fille de 4 ans, toutes les deux décédées, son fils de 2 ans grièvement touché mais hors de danger, comme le conducteur de la voiture. Arrivés sur place, les gendarmes n'ont pas découvert le second véhicule impliqué dans l'accident. Une minutieuse enquête a alors commencé. Il a fallu quand même retrouver en pleine nuit sur l'autoroute tous les débris. S'affairer à reconstituer une plaque d'immatriculation, vérifier tout ça avec tous les véhicules au point de vue national, recouper ce qui nous semblait au vu de la couleur des éléments de carrosserie correspondre à un poids lourd de couleur rouge. Nous y sommes arrivés. Une entreprise de transport de Rhône-Alpes a pu être identifiée, de même que le chauffeur du poids lourd. Nous l'avons placé en garde à vue ce matin à 8 h 15 au-dessus de Narbonne puisqu'il avait poursuivi sa tournée de livraison. Il dit qu'il se serait assoupi et qu'il aurait, selon lui, heurté un poteau. Selon lui, encore une fois, il se serait arrêté, n'aurait rien vu et serait reparti. Une version difficile à comprendre quand on voit les débris du véhicule étalés sur une vingtaine de mètres sur l'autoroute et l'état de cette voiture percutée par l'arrière. Selon certaines informations, le poids lourd roulait à 88 km/h. Le chauffeur ne présenterait pas de traces d'alcoolémie. Un épais brouillard était tombé sur l'autoroute au moment de l'accident. Le parquet de Béziers a confié l'enquête à la gendarmerie pour homicide et blessures involontaires aggravées par délit de fuite. Et la garde à vue du chauffeur de ce poids lourd vient d'être prolongée de 24 heures. Cet accident de chasse dans le sud d'Aveyron à Mélag, un chasseur suisse en vacances a trouvé la mort accidentellement, tué par un projectile, peut-être tiré par un autre chasseur, un retraité de 71 ans. La grosse colère de 350 passagers d'un ferry à Sète ce matin, le Oujda ferry qui devait partir hier soir pour le Maroc est finalement resté à quai en raison d'une panne moteur. 24 heures d'attente ont fini d'user les nerfs des passagers. La compagnie les a certes indemnisés mais les a orientés sur un autre bateau au départ d'Almeria. Bilan, 1 jour de retard et 1200 km en voiture. Un Grenelle local, annonce faite aujourd'hui à Perpignan par Jean-Louis Borloo. Grenelle pour tenter de faire aboutir le projet THT, la ligne à très haute tension entre la France et l'Espagne. Retour sur la visite du ministre de l'écologie dans les Pyrénées-Orientales, où il a également été question de développement durable. Aude-Chéron, Philippe Deléritz. Comment faire du progrès en étant respectueux de la planète, c'est-à-dire de soi-même? Pour le ministre de l'écologie, Perpignan serait sur la bonne voie. De multiples projets en matière d'énergie renouvelable sont lancés, fermes éoliennes, centrales et toitures solaires, comme l'opération photovoltaïque intégrée sur les toits du marché Saint-Charles, qui serait même la plus importante au monde. Alors, si Perpignan accuse du retard, c'est vrai, en matière de tri sélectif, elle pourrait bientôt être citée en exemple pour sa production d'énergie. C'est extraordinaire, vous voulez dire. Un bouquet énergétique complètement nouveau, pompe à chaleur, solaire, éolienne, réduction des besoins de consommation, transport en commun. Et pour encadrer tous ces projets, une convention vient d'être signée entre l'État et la communauté d'agglo, une forme de reconnaissance, mais pas seulement. C'est aussi bien sûr une projection vers le futur puisqu'il s'agit en fait de pouvoir mettre en perspective les nouveaux grands moyens de production énergie renouvelable, notamment autour de Cals avec la centrale éolienne qui représentera plus de 100 MW. Et tout cela devrait nous amener en 2015 à produire plus d'électricité que n'en consomment les résidentiels, les résidences de l'agglomération. L'objectif est en effet ambitieux. D'ici 2015, Perpignan Tête Méditerranée pourrait devenir la première agglomération à énergie positive d'Europe.
Et symboliquement, c'est par une réunion d'une demi-heure avec parlementaires, élus et opposants à la ligne très haute tension que Jean-Louis Borloo avait démarré sa visite ce matin. Pas d'annonce ni décision majeure, mais le ministre de l'écologie s'est voulu rassurant et ouvert sur ce dossier où rien ne semble encore définitif. On en parlera ici. C'est pas on décide, puis après on vient expliquer. Voilà. On en débat. On est des gens adultes. Est-ce que c'est vraiment pas décidé? Ça, on n'en sait rien, justement. C'est tout le nœud du problème, je crois. Est-ce que ce projet est ficelé? Est-ce qu'il n'est pas ficelé? Est-ce qu'il y a de la latitude? Est-ce que l'État français a une latitude? Pour répondre à toutes ces questions, une énième réunion de travail devrait être organisée avec Jean-Louis Borloo. En attendant, les entités achetées restent fortement mobilisées. La délinquance en net recul, moins 6,6% pour le Languedoc-Roussillon en 2007 par rapport à 2006. Il y a bien sûr des différences sensibles selon les départements, les bons élèves, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Le détail avec Fabrice Dubois. 2007 est globalement une bonne année pour la police et la gendarmerie en Languedoc-Roussillon. Côté délinquance, le nombre de faits constatés est en baisse par rapport à l'an dernier, moins 6,64%. Cela représente près de 12 500 crimes et délits de moins. Palme de la réussite pour les Pyrénées-Orientales et l'Hérault, où la baisse est importante. L'Aude et le Gard suivent timidement. Seule la Lozère enregistre une hausse de près de 3%. Même tendance pour la délinquance de voie publique. Les vols à l'arraché, cambriolages et autres vols de voitures. En tête des baisses le Roussillon, l'Hérault et l'Aude. En revanche, progression sensible dans le Gard. Là, c'est en fait les cambriolages, plus 12%, qui faussent les résultats. Sur les routes, le bilan reste mitigé. Le nombre de tués est important, en hausse dans l'Hérault et le Gard. En revanche, les accidents sont stables ou en régression. Dans l'Aude, tous les clignotants sont au rouge, tués comme accidents. Seules les Pyrénées-Orientales s'en tirent honorablement. Pour la Lozère, les chiffres officiels seront connus mardi prochain. Dans un an, les plaques minéralogiques des voitures seront aux couleurs de l'Europe. Fini les numéros de département, un projet qui fait bondir les élus et la population de l'Aude. Un département très attaché à son numéro, le 11. Une véritable levée de bouclier. Voyez ce reportage de Jean-Pierre Laval et Jacques-Michel Cugnas. Je suis audois, je veux le rester. En pays cathare, l'on est fier de son identité et la mise en place d'un nouveau système d'immatriculation des véhicules provoque une levée de bouclier. C'est en application d'une directive européenne qu'à partir du 1er janvier prochain, tous les véhicules, neufs ou changeant de propriétaire, devront être équipés de plaques ne portant plus le numéro du département. Alors, fini le 11 ? Je suis contre qu'on enlève le numéro de département. Je trouve que quand même c'était très important d'avoir notre numéro de département sur les plaques. D'autant plus que quand on était gosse, on s'amusait à rechercher les départements quand on partait en vacances. Et la grogne a gagné le Conseil général de l'Aude qui réfléchit à la création d'une symbolique forte qui pourrait être apposée sur les voitures à côté des nouvelles plaques. Nous avons l'idée d'inventer, de fabriquer, mais avec les autres partenaires, avec les concessionnaires, une sérigraphie qui identifierait le plus artistiquement, le plus joliment possible, le département de l'Aude, pays cathare, et qui ferait que les automobiles, dans la France disséminée, les automobiles du département de l'Aude, seraient nos ambassadeurs. Une référence identitaire qui s'ajouterait à celle du Conseil régional. En effet, la législation européenne permet aux régions de faire apparaître leur logo sur le côté droit de la nouvelle plaque. C'est une élection très attendue à Montpellier, pas celle des municipales, mais bien celle de la CCI. La Chambre de commerce n'a plus de président depuis la mise en examen de Gérard Boras. Deux candidats s'affrontent, pas toujours cordialement. Voyez cet extrait du débat que nous organisons demain dans le cadre de La Voix est libre, extrait qui a pour thème la fusion avec la CCI de Sète. Par rapport à cette fusion avec la CCI de Sète, vous l'avez tous les deux abordé, j'imagine que vous êtes tous les deux pour ? Ah ben, on n'a pas de choix, de toute façon, c'est acté, la CRCI l'a décidé, ça sera, la fusion, elle est inéluctable, donc... Et comment on l'a préparé ? Ça a été acté, avec une chambre de commerce forte. Pour l'instant. La chambre de commerce à Montpellier est forte, non pas dans un but d'hégémonie, mais parce que je pense que c'est la chambre de commerce la plus importante, leader, qui doit mener cette fusion. Et une chambre de commerce forte, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, amènera à bien cette fusion. Et d'ailleurs, je suis content de saluer Michel Matteux, président de la chambre de commerce et d'industrie de Sète, qui est sur mon comité de soutien. Oui, alors simplement, vous voyez, on n'a pas la même manière de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le gros
qui va absorber le petit. Nous allons pouvoir, laissez-moi parler, M. Boscawen, nous allons pouvoir fusionner avec 7 au travers de projets et non pas de rapports de force. Et c'est pour ça qu'il y a eu, et c'est pour ça parce que nous nous mettrons en dynamique, nous avons la même problématique, nous avons une dynamique à créer entre l'aéroport, par exemple, et le port. On ne pourra le faire qu'à partir du moment où on créera des navettes rapides qui iront de l'aéroport de Montpellier au port de Sète. Nous allons rassembler à partir du moment où on pourra impliquer les ressortissants sétois, non pas en leur disant on est les plus gros, il est logique qu'on vous absorbe, mais en leur disant commençons à travailler sur un projet et c'est ce qu'on fera dès qu'on sera C'est élu. exactement ce que j'ai dit, mais il faut que je choisisse mes mots. L'obligation, ce n'est pas 2009. Il faut que je choisisse mes mots parce que le Lio ne comprend pas tout. Donc j'ai dit sans hégémonie. C'est 2010. Et le préfet va certainement nous demander de le faire avant, c'est-à-dire 2009. Et la voie est libre, c'est demain à 11h35. Le plan banlieue vient d'être présenté par Fadela Amara, un plan qui prévoit la rénovation de certains quartiers à Nîmes. Les premières pierres d'un vaste plan d'aménagement du quartier Val-de-Bourg ont été posées aujourd'hui. 50 logements sociaux après avoir beaucoup détruit. La ville gardoise se tourne vers l'avenir. Jérôme Curato, Patrick Goupillon. C'était en septembre 2004. En quelques secondes, la tour Jean Perrin et ses centaines de logements étaient foudroyés sous les yeux des habitants du quartier Val-de-Bourg. 3 ans après cette destruction symbolique, élus et bailleurs sociaux ont posé la première pierre de 2 nouveaux programmes HLM au cœur du quartier périphérique nîmois. Sur ce terrain du Mas Raphaël, 14 villas individuelles de 3 à 5 pièces s'élèveront bientôt, livraison prévue à la fin de l'année. Je pense que ce quartier va revivre, va repartir, va changer d'image, parce qu'on lui avait donné une mauvaise image. Et aujourd'hui, je pense que l'équipement, les constructions nouvelles qu'on va faire vont sans doute modifier un petit peu la typologie de ce quartier et changer les mentalités. Le projet d'aménagement piloté par l'office HLM du Gard sur Val-de-Bourg prévoit de construire 327 logements, dont 104 sur le quartier, le reste à l'extérieur. Un projet cofinancé par État, région, département, agglo et Habitat du Gard avec un objectif, remplacer chaque logement détruit dans une barre par un logement neuf. On est là sur un dossier renouvellement urbain, 158 millions, des plus gros dossiers de France à l'époque, un des premiers qui a été signé d'ailleurs. Nous avons peut-être perdu un petit peu collectivement de temps au départ, mais aujourd'hui on essaye de le rattraper et c'est, comment dirais-je, c'est 200 logements qui vont être livrés dans les 18-20 mois à venir. Voilà. Et la tâche n'est pas mince, les projets à taille humaine sont de gros dévoreurs d'espace et le foncier à Nîmes comme ailleurs est une denrée rare. La campagne des Restos du Cœur bat son plein, la tendance est claire, toujours plus de précarité et de paupérisation. La Lozère n'échappe pas à cette tendance, 20% de plus d'inscriptions cette année. Reportage Philippe Barre et Franck de Tranchant. Depuis leur création en 1983, les Restos du Cœur ont servi plus d'1 milliard de repas. Autant dire qu'ils sont devenus un pilier incontournable de l'aide aux plus démunis. Ici à Mende, au siège départemental des Restos du Cœur, on s'active pour boucler la distribution. Les bénéficiaires sont en augmentation constante avec une nouvelle population. Les travailleurs pauvres au Restos du Cœur, on les voit tous les jours. Ce sont des gens qui travaillent et qui laissent une grosse partie de leur budget dans le paiement du logement. Qu'est-ce qui reste pour manger? Voilà. Nous sommes à Saint-Chély. Le Resto du Cœur de la petite commune a néanmoins inscrit près d'une centaine de bénéficiaires pour le plus grand soulagement de ceux-ci. C'est la seconde année que je viens au Resto du Cœur. Je suis très bien accueilli et c'est vrai que j'avais des problèmes aussi financiers et tout ça. Et je suis aidé et j'ai un accueil chaleureux ici au Resto du Cœur à Saint-Chély. Mais même placés au cœur des difficultés, les bénévoles s'accrochent et mettent même un point d'honneur à servir des repas équilibrés avec des légumes. Là aussi, il y a de plus en plus de bénéficiaires. On a une augmentation de 30% à peu près par rapport à l'année dernière à la même période. Disons qu'on va dire qu'il y a peut-être moins de jeunes que l'an dernier, des gens à la retraite, des gens à la recherche d'emploi et des gens qui ont beaucoup d'endettement. Ici, l'aide ne s'arrête pas à l'alimentation, on propose même des ampoules électriques. Les Restos du Cœur se transforment ainsi parfois en véritable SAMU social de proximité. Un mot de sport, tennis, l'aventure continue pour Richard Gasquet à l'Open d'Australie. Le Biterrois s'est qualifié ce matin aux dépens du Russe Igor Andreev en 4-7, 6-3, 6-2, 4-6 et 6-4. En 8e de finale, le Biterrois rencontrera son compatriote Joe Wilfried Tsonga.
Troisième et dernier épisode de notre feuilleton. Après avoir traversé la Méditerranée, les passagers du Marrakech arrivent à Tanger, au Maroc. La famille Bahaj, que nous suivons depuis 2 jours, va à Casablanca passer la fête de l'Aïd el-Kébir, l'une des plus importantes de la religion musulmane. Nous la retrouvons sur le ferry quelques minutes avant de débarquer. Karine Alazé et François Jobard. Au matin, le détroit de Gibraltar. Après presque 40 heures de voyage, le port de Tanger n'est plus très loin. On a envie de rentrer dans mon pays d'origine. On se sent de plus en plus impatient. Oui. Parce qu'il y a la famille, il y a ma mère, il y a tout, là où je suis né. Pour les Bahaj, le périple n'est pas terminé. 4 heures de route encore. Ils sont attendus à Casablanca, la capitale économique du Maroc, chez la sœur de la Houssine. Quand la famille arrive enfin dans le quartier typique des Ebous, la nuit est tombée. Kaltoum, la mère de la Houssine, a parcouru plus de 300 km depuis son village pour passer la fête de l'Aïd el-Kébir avec son fils et ses petits-enfants français. C'est ma mère, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue. Le soleil se lève sur Casablanca. C'est le jour de l'Aïd, du mouton, férié dans tout le Maroc. Après la prière matinale, les mosquées se vident. La fête de famille peut commencer. La Houssine rentre chez son beau-frère. Pour les musulmans, les juifs et les chrétiens, le récit du sacrifice est le même. Dieu a demandé au prophète Ibrahim d'égorger son fils unique pour prouver sa foi. Le jour où il allait le faire, Dieu a fait apparaître un mouton. Toute la matinée, le boucher et ses commis vont de maison en maison procéder au sacrifice rituel. La viande ne sera cuisinée ou offerte aux plus démunis que le soir. Seul le foie est préparé tout de suite. Il faut rouler les morceaux de foie cuits dans le sel et le cumin. Puis les envelopper de graisse de mouton et les piquer sur une brochette pour les cuire au barbecue. Pour les Bahaj, la joie de se retrouver se voile toujours d'un peu de tristesse. Il manque une partie de la famille, immigrée en France ou ailleurs. Un sentiment partagé par de nombreux Marocains, écartelés entre 2 pays, 2 cultures. L'intégralité de ce feuilleton demain dans notre page magazine, juste après le flash du midi pile à 12h05. Pour terminer ce journal, cette exposition à l'espace d'art contemporain à Bédarieux. Alain Alquier y présente son œuvre, des peintures et des photographies à découvrir jusqu'au 16 mars. En voici un petit aperçu avec Denis Paget et Jean-Pierre Vienne. Dans la quiétude de son village gersois, Alain Alquier élabore des séries. Toiles de même format, toutes abstraites sur un thème récurrent à de nombreux peintres, l'étude sur la lumière et les ténèbres. Mais la verticalité, ça permet à élever le regard vers le ciel. Il y a un côté mystique dans la verticalité. Et mon travail pictural est un travail sur la lumière. Dans lumière, verticalité, voilà, je suis dans l'au-delà, j'essaye d'amener les gens dans une émotion qui n'est pas quotidienne. Il a modifié la palette de ses débuts. Aujourd'hui, les tons s'approchent du pastel. Je travaille une couche très transparente, plus une couche très transparente. Et mon gris, je ne le monte pas avec du noir et du blanc, je le monte avec beaucoup de couches très légères sur du noir, et j'arrive à teinter mes gris comme ça. Voilà, le mélange se fait sur la toile et se fait par ce qu'on appelle des jus, des transparences ou des glacis. Autre facette de l'artiste, la photographie qu'il mène en parallèle de son activité picturale. Plus figurative, elle traite le visiteur comme un voyeur, à chacun d'imaginer son récit. Et chaque photographie a son langage et sa lecture propre. Et quand j'associe 2 photographies, je crée un nouveau sens qui, pour moi, a bien sûr un intérêt et raisonné et calculé, mais je propose au spectateur de faire sa propre histoire. Dans les œuvres présentées à Bédarieux, la photo s'inscrit dans le narratif, la peinture dans l'intériorité. Alain Alquier, l'homme au double langage artistique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à midi. Très bonne soirée sur France 3.